Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va s'intéresser à l'internement ce soir, à l'internement et à la prison. Si une personne commet un crime ou un délit mais qu'elle est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou qui altère gravement sa capacité de discernement, elle peut être internée, une mesure à durée indéterminée qui implique parfois une privation de liberté, mais pas nécessairement. Et s'il y a privation de liberté, ça se fera dans un centre de psychiatrie légale ou un établissement de défense sociale. Ça, c'est la loi. Sauf qu'en Belgique, beaucoup atterrissent en prison. Ce n'est pas leur place, les soins n'y sont pas adaptés. La Belgique a d'ailleurs été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa politique d'internement. La dernière fois, c'était le 24 août dernier. Alors qu'on a fêté en 2024 les 10 ans de la loi internement et que le ministre de la Justice a annoncé récemment l'ouverture d'une section de défense sociale au sein de la prison de Haren, on fait le point ce soir avec nos invités sur cette question. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et j'ai le plaisir de recevoir en studio Olivia Nederland. Bonsoir. Bonsoar. Vous êtes professeur à l'UC Louvain, Saint-Louis, Bruxelles. Vous êtes membre également de la section belge de l'Observatoire international des prisons et vous avez mené plusieurs projets de recherche sur la question de l'internement. Sarah Grandfils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil exécutif du Conseil central de surveillance pénitentiaire, organe indépendant de contrôle et d'avis qui veille à garantir les droits et la dignité humaine des personnes détenues. Et enfin, Marie Orlin, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez au service politique et monitoring d'UNIA, la cellule handicap convention ONU, et vous avez notamment publié un rapport il y a quelques mois sur la réinsertion des personnes internées, pour lequel vous avez d'ailleurs rencontré des personnes internées et incarcérées, et vous continuez ce travail avec notamment Sarah Grandfils qui est là également et le Conseil central de surveillance pénitentiaire. Alors, Olivia Nederland, pour commencer, je pense qu'il faut un peu poser le cadre légal. L'internement, c'est quoi ? Et en quoi, en théorie, on va dire, selon la loi, c'est censé être distinct de ce qu'on appelle une aile psychiatrique en prison, d'une section de défense sociale. L'internement, c'est quoi d'abord ? Alors, quand une personne en Belgique commet une infraction, elle peut être poursuivie, arriver devant les juridictions pénales. Et là, si la personne, devant les juridictions pénales, suite à une expertise psychiatrique, le juge constate qu'elle est affectée d'un trouble mental qui atteint sa capacité de discernement ou sa capacité de contrôler ses actes et qu'elle est toujours dans cet état au moment du jugement, qu'il y a une certaine gravité et pour certains types d'infractions, la juridiction pénale peut décider d'interner cette personne parce que prononcer une peine à son égard n'aurait pas de sens puisque c'est une personne qui certes est auteur d'infractions mais c'est aussi une personne qui a besoin de soins parce qu'elle souffre d'un trouble mental. Et une fois que vous êtes interné, vous n'allez pas nécessairement être privé de votre liberté. Certains internés ne présentent pas une dangerosité au moment où l'internement commence qui justifie de les priver de liberté. Et ça, c'est un autre juge qui va décider. C'est ce qu'on appelle une juridiction qui exécute les peines et les mesures, en l'occurrence la Chambre de protection sociale. Et donc, cette chambre de protection sociale, ces trois juges, c'est multidisciplinaire, va décider soit de priver la personne internée de liberté, soit de la mettre en libération à l'essai, et alors elle est dehors avec un suivi et un certain contrôle organisé par différentes personnes. Mais quand elle décide que cette personne doit être privée de liberté, eh bien, elle va la placer dans certains lieux spécifiques. On ne peut pas les mettre simplement en prison avec les autres personnes puisqu'elles ont besoin de soins. Et donc, ces lieux sont limités dans la loi. Il y a plusieurs types de lieux. Il y a ce qu'on appelle les centres de psychiatrie légale. C'est, si vous voulez, des hôpitaux psychiatriques super sécurisés, mais il n'y en a que 2 à Gand et Anvers. Il y a aussi l'établissement de défense sociale de Pève, qui est complètement géré par l'administration pénitentiaire, donc il n'y a que des personnes internées qui s'y trouvent, mais c'est géré ici par l'administration pénitentiaire. Et puis, vous avez aussi dans les prisons, certaines ailes, donc certaines parties de prison, qui sont réservées aux personnes internées qu'on appelle les sections de défense sociale. Et là peuvent se trouver les personnes internées parce que normalement, il y a au sein du personnel pénitentiaire une équipe soins, une équipe avec des personnes qui peuvent apporter des soins et prendre en charge ces personnes. Mais dans les prisons, on trouve aussi ce qu'on appelle les annexes psychiatriques. Et là, c'est quoi ? Mais là, c'est des ailes où on met des détenus, mais qui n'ont pas été internés, soit parce qu'ils sont en attente de leur procès, en détention préventive, soit qu'ils ont été déjà condamnés à une peine de prison, mais qui développent des troubles, par exemple, pendant la détention, ou pour d'autres raisons. Et ces annexes psychiatriques, là, ne peuvent pas y être les personnes internées, puisqu'il n'y a pas normalement il y a du personnel soin, mais pas aussi nombreux, normalement, dans une section de défense sociale. Et c'est ça, normalement, la grande différence entre les deux.
Et du coup, ici, donc, ce que le ministre a annoncé, c'est l'ouverture d'une section défense sociale au sein de la prison de Haren. Et l'Observatoire international de prison, la section belge donc, et plusieurs associations ont dit mais ça ne va pas parce que ça se trouve au sein de la prison. C'est ça le problème? Oui, il y a deux grands problèmes. Alors, le premier problème, c'est que sur le terrain, mais ça je laisserai peut-être les acteurs de terrain en parler, mais en tout cas, ce qui sort de la jurisprudence et de d'autres rapports d'information qu'on peut lire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de grande différence entre une annexe psychiatrique et une section de défense sociale. Il n'y a pas nécessairement plus de soins. Il n'y a pas nécessairement plus de soins, plus de personnel encadré. Parfois même, l'annexe psychiatrique et la section de défense sociale sont au même endroit. On ne voit pas très bien la différence. Et donc là, ça pose évidemment question. Donc ça, c'est la première critique. Et deuxième critique, c'est de dire... Le ministre de la Justice précédent, on en attend de voir le suivant, mais en tout cas, c'est un engagement politique qui a été de dire la place des personnes internées, qui sont avant tout des personnes qui ont besoin de soins, n'est pas dans un univers carcéral. Parce que vous avez beau mettre du personnel en plus, et il y a du personnel formidable qui travaille dans ces lieux, il faut le souligner, mais vous avez beau mettre plus de personnel, ça reste du pénitentiaire, ça reste du sécuritaire, et donc ce n'est pas un lieu adapté. Et donc, les rapports des organes de contrôle, des lieux privatifs de liberté, la Cour européenne des droits de l'homme, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent même une section de défense sociale, ça ne permet pas d'apporter les soins nécessaires. Et la Belgique a aussi été condamnée pour ça. La Cour européenne des droits de l'homme, elle ne fait pas la différence entre une annexe psychiatrique et une section de défense sociale. On a été condamné dans les deux cas, puisque dans les deux cas, on ne sait pas apporter correctement les soins à ces personnes dans l'univers carcéral. D'où l'engagement du politique de construire des centres de psychiatrie légale qui sont là avec un personnel de la santé et pas du pénitentiaire, et de chercher à ce que les hôpitaux psychiatriques dans le circuit de soins réguliers puissent dégager des places pour les personnes internées et faire de la place dans ces lieux qui sont bien plus adaptés pour les soins que les prisons. D'accord. Alors, Sarah Grand-Fils, de combien de personnes est-ce qu'on parle? Que ce soit des personnes qui ont reçu une mesure d'internement, puisqu'on l'a dit, Olivia Nederland l'a dit, elles ne sont pas nécessairement toutes incarcérées, enfin privées de liberté en tout cas. Et combien ça concerne combien il y a de mesures d'internement et combien de personnes internées qui se retrouvent du coup en prison alors qu'elles ne devraient pas y être? Alors, selon les derniers chiffres dont on dispose, ferait l'objet d'une mesure d'internement environ 4500 personnes, dont 25% se trouvent dans les établissements pénitentiaires. Comme on l'a dit, de manière un peu confondue entre les annexes psychiatriques, l'établissement de défense sociale de Peve qui ne comporte que 205 places et les sections de défense sociale qui sont réparties dans une série de prisons dans lesquels il y a et aussi forcément une annexe. Donc on parle au 15 janvier de 1029 personnes qui sont personnes internées placées dans les établissements pénitentiaires. Et ça, c'est en augmentation parce que là, par exemple, j'ai des chiffres de 2018, on parle de 529 personnes internées en prison. Ça n'a cessé d'augmenter. C'est le double quasiment. Hein. Ça n'a cessé d'augmenter. Depuis 2018-2019, on est à une centaine de mesures d'internement supplémentaires exécutées en prison. Et on voit que ces chiffres ne baissent pas malgré le discours, effectivement, du précédent ministre et du ministre actuel en affaires courantes. Les internés n'ont pas leur place en prison. Les prisons ne sont pas un lieu de soins. Mais on n'arrive pas à les en faire sortir. Alors du coup, comment on peut expliquer cette explosion déjà des chiffres? Comment on explique qu'il y a une telle augmentation? Il y a une étude en cours sur le recours excessif à la mesure d'internement. Ça, je vais peut-être céder la parole à Olivia qui en sait plus que moi à ce sujet. Oui, donc l'INCC, donc l'Institut national pour la criminalistique et la criminologie, qui est donc un centre de recherche et d'expertise au sein du SPF Justice, a fait une première table ronde en mettant beaucoup d'acteurs de terrain autour de la table, des psychiatres, etc., pour essayer de comprendre pourquoi le recours à la mesure d'internement augmente, pourquoi de plus en plus de mesures d'internement sont prononcées. Et ils ont donc fait une liste de plusieurs hypothèses explicatives, mais donc qui sont en cours d'investigation. Donc bien sûr, sur la table, il y avait le fait qu'il y a de plus en plus de troubles mentaux en fait dans la société de manière générale. Il y a aussi le fait que la création de nouveaux centres de psychiatrie légale en Flandre et le fait que l'internement ait été vu comme avec une nouvelle loi comme peut-être plus humain que l'ancien régime pourrait encourager les juges à prononcer l'internement en se disant que c'est mieux encadré qu'avant. Il y a aussi le fait que les expertises sont très diverses selon les experts et qu'il y a des experts qui font rentrer de
plus en plus de sortes de troubles, parmi des troubles pouvant mener à l'internement, et les juges ne sont pas toujours bien formés à la psychiatrie, donc ils ont tendance à suivre ce que disent les experts, notamment toute la question des troubles de la personnalité. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses qui ont été mises sur la table, mais donc il y a des recherches en cours, donc pour l'instant on ne sait pas en dire plus, mais effectivement il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Et cette hypothèse de l'appel d'air, de la création des centres de psychiatrie légale en Flandre et de l'annonce depuis des années de l'ouverture de centres de psychiatrie légale en Wallonie, à Wavre, à Pève et d'un troisième en Flandre à Alost, fait aussi, comme c'est le cas pour les ouvertures de places de prison, c'est exactement le phénomène. On a des places qui s'ouvrent, où on annonce l'ouverture de places et hop, on les remplit immédiatement. Ça, c'est une hypothèse qui va être creusée, mais qui est vérifiée pour la création de places supplémentaires de prison. Mais alors du coup, vous, Sarah Grandfils, le Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est là justement pour surveiller, pour contrôler ce qui se passe dans les prisons, et notamment dans ces annexes psychiatriques, dans ces centres de défense sociale. Mais du coup, comment ça se passe pour les personnes internées qui se retrouvent dans ces centres? Quelles sont les difficultés, quels sont leurs quotidiens, quels sont les problèmes, on va dire, que vous constatez? Alors nous, ce chiffre croissant de nombre de personnes internées dans les établissements pénitentiaires et les travaux qui sont en cours pour réformer la santé pénitentiaire et donc la transférer de la justice vers la santé publique. Donc c'est une grosse réforme qui est en cours et qui va prendre encore des années, je pense, parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont assez importants, mais nous ont semblé être une bonne opportunité pour investiguer la prise en charge des personnes qui ont des problématiques de santé mentale dans les établissements pénitentiaires. Les internés, oui, mais également toutes les personnes qui ont été identifiées comme diagnostiquées comme étant atteintes de troubles de santé mentale et suivies par des psychiatres en prison. Et donc on s'est dit, dans le cadre de notre collaboration, de notre protocole de collaboration avec UNIA, puisqu'on a un mandat qui interfère sur le contrôle des conditions de détention et le handicap dans le cadre de la Convention internationale sur la protection des personnes handicapées dont le champ d'application s'étend aux personnes internées, menons des visites de terrain plus approfondies sur ces questions-là. Et donc, depuis entre le mois de juin et le mois de septembre, on a mené 5 visites dans 2 établissements en Wallonie, 2 établissements en Flandre et un à Bruxelles. Donc, on a été à Jamiou, on a été à Mons, on a été à Turnhout, à Gand et à Haren. Et on a été étudier plus spécifiquement la façon dont ils étaient pris en charge. Quel était le nombre de personnes concernées? Quelle est l'infrastructure dans laquelle... Est-ce qu'il y a une différence entre l'annexe, la section de défense sociale, de qui est composée l'équipe soins? Quelles sont les activités thérapeutiques qui leur sont proposées? Comment se déroule le traitement? Comment est-ce qu'on leur donne les médicaments? Est-ce qu'on les contraint régulièrement? Est-ce qu'ils font l'objet, puisqu'ils sont dans un milieu carcéral, de mesures disciplinaires, de la même manière que le sont les détenus de droit commun? Quel est le sort des femmes? On était à Mons, où il y a un quartier pour femmes. On était à Gand, où il y avait un quartier pour femmes aussi. Les femmes internées présentes, comment est-ce qu'elles sont traitées? Est-ce qu'elles sont traitées de la même manière que les hommes ou pas, sachant que leur nombre est restreint et qu'elles sont dans un quartier qui géographiquement est à part du reste. Donc on a pu dresser toute une série de constats dans le cadre de ces visites. Une insuffisance évidemment de personnel soignant, même si ce personnel est en augmentation ces dernières années. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté et qui est évidemment une pratique qu'on souligne comme étant quelque chose de très positif, mais encore insuffisant pour prendre en charge ce nombre croissant de personnes internées. On parle d'heures de psychiatres qui sont insuffisantes, ça c'est clair, c'est déjà difficile dans la société à l'extérieur de trouver des psychiatres disponibles, alors des psychiatres qui sont disponibles pour aller en prison, c'est encore plus compliqué. Dans les équipes soins, il doit y avoir des psychologues, il doit y avoir des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des ergothérapeutes, des kinés et des infirmiers psychiatriques. Également une denrée rare dans le cadre des soins dans le milieu extérieur, donc en prison, encore plus compliqué. À Rennes, pour vous donner un chiffre, ils doivent être 25, les infirmiers psychiatriques dans l'équipe soins. Selon les normes qui ont été établies pour l'établissement, ils sont 4, si je ne me trompe. À la place de 25, oui.
Voilà, donc quand on a affaire à une population internée qui s'élève à une centaine de personnes, sans compter toutes les personnes qui ont des problématiques de santé mentale et qui sont réparties sur toute la surface de cette gigantesque prison, on peut largement se rendre compte que c'est très compliqué pour les personnes d'avoir accès à des soins adaptés. Alors, c'est une logique sécuritaire aussi. Donc, comme l'a dit Olivia tout à l'heure, on est dans un milieu carcéral, la sécurité, c'est ce qui prime. Pour pouvoir garantir cette sécurité, il faut du personnel pénitentiaire en suffisance. Donc, pour pouvoir donner des soins, pour pouvoir organiser des activités thérapeutiques, dans la plupart des établissements, il doit y avoir un nombre de personnel de surveillance suffisant que pour pouvoir donner ces soins. Or, on le sait, le personnel pénitentiaire manifeste assez régulièrement pour le dénoncer. Ils ne sont pas en nombre suffisant et encore moins en nombre suffisant face à une surpopulation carcérale. Alors, je ne parle pas de l'infrastructure. Évidemment, Arun n'est pas concerné par des problèmes d'infrastructure, mais vous allez à Gand, vous allez à Mons, vous allez à Jamioux, vous allez constater les conditions dramatiques de vétusté, d'indignité humaine dans lesquelles sont détenues ces personnes-là qui ont avant tout besoin de soins. De soins, ouais, on ne le dira jamais assez. Mais du coup, je me tourne vers vous, Marie-Orlin. Donc, je rappelle, vous travaillez pour Ounia et vous collaborez notamment avec le Conseil de centrale de surveillance pénitentiaire sur cette étude. Vous avez aussi, donc, avant ça, réalisé un rapport sur la réinsertion des personnes internées. Vous avez rencontré plus de 90 personnes internées. Alors, je voudrais peut-être juste réagir sur le concret et sur le quotidien de ces personnes. Je reprends une ou deux citations qui se retrouvaient dans votre rapport. Il y a une personne qui disait « Je trouve que le plus difficile, c'est l'incertitude. J'aurais préféré être condamnée. Là, au moins, tu sais pour combien de temps tu en as. Tu peux reprendre ta vie en main. » Une autre personne qui disait « Je manque d'interaction avec des gens sains d'esprit. » Ça, c'est des choses qui ressortent, l'incertitude, le manque d'activité, le manque de contact. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la mesure d'internement, c'est une mesure qui n'est pas limitée dans le temps et qui est indéterminée. Et donc, c'est vrai que les personnes ne savent pas quand elles vont pouvoir quitter la mesure et l'absence de temporalité les démobilise. A fortiori, lorsqu'elles sont dans un environnement qui n'est pas adapté aux soins et qui est tout à fait démobilisant et institutionnalisant comme l'environnement carcéral. Mmh. Et c'est vrai qu'à cela s'ajoute le manque d'activité, le manque d'interaction sociale, et ce sont des personnes qui sont dans une attente qui est vraiment insoutenable dans la prise en charge de leur projet thérapeutique. Oui, je reprends une autre citation. Même si vous voulez prendre votre vie en main, vous devez attendre comme un mouton dans une situation qui rend tout le monde fou. Donc pour des personnes qui ont déjà des problèmes de santé mentale, on les met dans des situations qui aggravent encore finalement le problème. Oui, c'est ça, tout à fait. Et elles n'ont pas cette issue de savoir quand elles pourront quitter cet environnement, changer de lieu pour rentrer dans un lieu qui est plus adapté à leurs besoins, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de place dans ces structures extérieures pour une prise en charge extra-pénitentiaire. Mais alors, quels sont les obstacles justement à la sortie ? Il n'y a pas de place, mais est-ce qu'il y a d'autres obstacles ? Alors, c'est donc d'abord et avant tout le manque de place, effectivement, particulièrement pour certains profils, c'est particulièrement critique pour les personnes qui cumulent une pathologie de santé mentale avec une personne qui cumule un handicap, pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle sévère. Pour ce public cible, trouver une place à l'extérieur, c'est particulièrement difficile. Il faut savoir aussi que les lieux qui accueillent des personnes qui sont libérées à l'essai le font sur base volontaire. Donc, en fait, il y a des incitants financiers pour accueillir des personnes internées en leur lieu, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Et donc, il y a tout un travail à faire pour déstigmatiser, en fait, la stigmatisation dont souffrent les personnes internées, parce qu'elles ont commis un acte grave, mais cet acte, ça leur colle à la peau tout au long, alors qu'entre-temps, elles ont pu être stabilisées, elles ont pu bénéficier de soins, et donc elles ont évolué. Mais c'est difficile pour elles d'être confrontées à une méfiance du secteur, de pouvoir les accueillir. Et dans ce contexte-là, il y a peut-être juste lieu de soulever le travail des équipes mobiles qui jouent un rôle vraiment crucial pour à la fois réduire la méfiance du secteur à accueillir ces personnes-là, mais aussi libérer des places, trouver des places et les soutenir dans leur trajet de soins et de réinsertion. Je voulais rebondir sur ce que Marie disait en termes de stabilisation. Dans le milieu pénitentiaire, c'est donc pas un milieu de soins, ça, on le répète, mais il faut vraiment que ça rentre dans les esprits. Et donc le traitement, il reste mais sujet au consentement du patient. Si un patient décide d'arrêter son traitement, de ne pas le prendre un jour, mais de le reprendre le lendemain,
il est libre de le faire. Un traitement qui, par ailleurs, est, faute de personnel suffisant au niveau soignant, est distribué par du personnel pénitentiaire, qui ne sait pas ce qu'il distribue, puisque le traitement est couvert par le secret médical, et qui ne sait pas comment agir de manière clinique vis-à-vis du patient. Donc il n'est pas du tout formé. Le traitement est fluctuant. Ah oui. Et donc on a des personnes qui ne sont pas forcément stabilisées. Or, les lieux de soins, la plupart exigent cette stabilisation pour pouvoir accueillir. C'est des critères qui sont mis sur pied comme le critère du type de pathologie ou du type de fait et qui font qu'ils n'acceptent pas certaines personnes qui ne sont pas stabilisées. Or, pour pouvoir les stabiliser, il faudrait qu'ils soient suffisamment soignés. On est dans un cercle vicieux. Oui, Marie-Hurlin. Et juste par rapport à ce que vient de dire Sarah Grand-Fils aussi, il faut savoir que la personne internée, elle est toujours coincée entre deux temps, et à la fois le temps du soin et de la santé qui est lié en fait à son propre état mental qui évolue, et le temps de la justice qui fonctionne à des rythmes tout à fait différents, et malheureusement ces deux temps de la santé et de la justice sont pas synchronisés, et donc parfois une personne est tout à fait suffisamment stabilisée ou prête à intégrer un autre lieu plus adapté, mais elle dépend du feu vert de la justice qui n'intervient pas dans le bon timing. Et encore là, on parle du trajet de soins auquel les internés dont les internés bénéficient dans le cadre de la loi sur l'internement. Toutes les personnes qui souffrent de problématiques de santé mentale qu'ils ont développées avant, pendant, qui se sont aggravés pendant la détention, eux ne bénéficient pas de ce trajet. Donc l'accompagnement des équipes mobiles, il n'est possible que pour les personnes internées. Donc ces personnes qui souffrent de problématiques de santé mentale, il y a encore moins de place pour les accueillir, encore moins de trajectoires facilitées pour leur permettre d'accéder à la sortie. Alors, Olivia Linderland, Sarah Grand-Fils en a touché un mot, mais je voudrais peut-être revenir là-dessus avec vous. C'est sur la question des femmes, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi beaucoup, sur la place des femmes en prison. Et c'est vrai que là, du coup, on voit qu'il y a 10%, je pense, de femmes qui sont internées. Est-ce qu'elles sont dans une situation particulière aussi? On sait qu'en prison, il y a encore moins d'activités pour les femmes, moins des conditions de vie encore plus compliquées. Est-ce que, dans le cas des personnes internées, c'est le cas aussi? Oui, on a mené une recherche avec la chercheuse Aurore Van Lief de la KU Leuven sur les différents quartiers femmes des prisons belges. Donc, il y en a 10 qui accueillent des femmes dans les prisons belges sur une trentaine d'établissements. Et en fait, si vous voulez, la loi pénitentiaire prévoit qu'on doit faire certaines séparations au sein de la population détenue. On doit séparer normalement les personnes en attente d'un procès des personnes condamnées. On doit normalement séparer les hommes et les femmes. Et alors, on doit notamment mettre à part les personnes souffrant de troubles mentaux dans les annexes si elles ne sont pas internées ou dans les sections de défense sociale si elles sont internées. Sauf que les femmes, Sarah l'a dit, elles sont très peu nombreuses. C'est 4% de la population carcérale. Et donc, on ne peut pas créer quand vous avez un quartier femmes où il n'y a qu'une vingtaine de femmes, vous ne pouvez pas créer encore un plus petit quartier pour celles qui ont des troubles mentaux. Donc, la question s'est posée de savoir est-ce qu'on les met en mixité, justement, dans les annexes psychiatriques ou les sections de défense sociale avec les hommes, ou est-ce qu'on préfère le principe de la non-mixité, ce qui signifie qu'elle reste alors avec les autres. Et c'est ce choix-là qui a été posé par l'administration pénitentiaire, de dire on préfère la non-mixité. Mais donc ça implique pour les femmes souffrant de troubles mentaux dans ces lieux-là, d'être souvent plus loin en fait du personnel soin. Du coup, on sait que les déplacements en prison, c'est quelque chose de très compliqué, donc ça va être moins accessible. Elles n'auront pas des activités spécialement prévues pour des personnes qui sont dans ces situations-là. Et pour celles, justement, qui n'ont pas de troubles mentaux, mais qui sont là, ça peut parfois être très compliqué parce que je ne veux pas stigmatiser du tout les personnes souffrant de troubles mentaux, mais en tout cas, quand elles ne sont pas bien prises en charge ou quand elles décompensent, il y en a qui, par exemple, une femme nous expliquait, moi j'en ai eu une à côté qui tapait sur la porte toute la nuit, plusieurs jours de suite, et donc c'est très difficile à vivre, ou des personnes qui ont des réactions tout à fait bizarres à la cour de promenade et qui inquiètent les autres, justement en raison de l'absence de prise en charge. Donc tout ça est très difficile à vivre, tant pour celles qui sont avec ces femmes qui souffrent de troubles mentaux que pour ces femmes qui n'ont pas une prise en charge, déjà qui n'est pas optimale pour les autres, mais là encore moins de la distance et de la séparation.
C'est vrai que ce sont des publics qui, déjà, à la base, sont particulièrement fragilisés du fait des troubles psychiques. Et donc, c'est vrai que ce brassage des profils dans ces quartiers renforce encore cette fragilité, cette vulnérabilité. Et je pense que vous me disiez, les personnes sans papier aussi, très compliquées, parce qu'elles, c'est encore plus compliqué de sortir, par exemple. Et donc, du coup, elles sont parfois bloquées, elles sont là dans ce parcours d'internement sans fin, finalement. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est une situation qui est tout à fait dramatique et face à laquelle le secteur est démuni, parce qu'en fait, elles n'ont pas accès à une sécurité sociale et donc elles n'ont pas les moyens financiers de prendre en charge de financer une prise en charge extérieure. Et donc, elles occupent des places dans ces lieux qui dépendent de la justice, sans pouvoir en sortir alors qu'elles sont redevables à une libération à l'essai. Et parallèlement, elles occupent aussi des places qui pourraient être libérées pour d'autres profils à qui ces places sont en fait destinées à la base. Mmh. Oui, on voit qu'il y a une complexité et en tout cas en non-respect de la loi qui est aussi assez flagrant. Quelles seraient à vous vos recommandations à chacune? Parce que là, on arrive déjà à la fin de l'émission. On voit qu'on a dressé pas mal de problèmes et de difficultés. La loi internement, elle a 10 ans. Elle a été votée en 2014. Elle a été mise en application en 2016. Voilà, quelles sont vos recommandations? Alors, on peut commencer, Olivia Nederland. La première recommandation, je pense qu'on sera tous et toutes d'accord, c'est toujours d'investir en amont. Il y a, pour éviter tout simplement en amont que ces personnes entrent en contact avec la justice pénale. Parce qu'une fois qu'elles sont prises dans les filets de la justice pénale, ça devient très compliqué de les sortir, ça va les stigmatiser, etc. Donc c'est vraiment renforcer en amont quand la police ou le parquet est confronté à des personnes qui commettent des infractions, essayer de les réorienter directement vers le secteur soins via par exemple un autre dispositif législatif qui permet des prises en charge. C'est déjà le cas, mais parfois quand faute de place, on les envoie quand même dans la justice pénale, donc il faut vraiment essayer d'éviter ça en amont et du coup aussi investir massivement dans l'aide, dans les soins de santé en fait, dans les soins de santé mentale pour éviter que des personnes finalement se retrouvent parfois très précarisées ou très démunies et en viennent du coup parfois à commettre des infractions en raison d'un manque d'aide et de soins en amont. Donc ça c'est évidemment la première recommandation. Et ensuite il y a eu récemment la réforme du code pénal qui a créé une nouvelle peine, la peine de traitement sous privation de liberté, qui, si vous voulez, est une sorte de mi-chemin entre la peine et l'internement, où on va quand même condamner une peine, mais une peine axée principalement sur les soins, dans des lieux spécifiques aussi. Certains auteurs dont la responsabilité est considérée comme atténuée en raison de troubles mentaux. Et donc, il me semble que si ça s'est créé, et que ça existe, la mesure d'internement pourrait être supprimée, puisque les auteurs disaient l'internement, finalement, ce seront vraiment pour les cas les plus lourds, les plus graves. Et je pense que la société devrait pouvoir se dire, si on est face aux cas les plus lourds, les plus graves, ceux-là, le statut de malade devrait primer, on devrait les renvoyer vers le secteur soins, tout simplement. Et je pense qu'un des grands avantages de rester qu'avec cette peine de traitement sous privation de liberté, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Et donc, typiquement, Marie soulignait, les personnes sans titre de séjour, aucun juge ne prendra la responsabilité de les libérer parce que qui dit renvoyer quelqu'un à la rue dit précarité, dit risque de récidive. Donc les juges n'arriveront jamais à prendre ce risque-là. Mais donc à un moment, c'est à la justice de dire finalement la politique de séjour, c'est pas l'affaire du judiciaire. Donc nous, la peine s'arrête, la peine doit avoir une fin. Le traitement sous privation de liberté s'arrête et puis après aux autres politiques de prendre la responsabilité. Donc ça, à mon sens, serait une deuxième réforme intéressante. Et puis sinon, continuer... il y a plein de choses à faire, mais là, pour vraiment les mesures les plus importantes, continuer à sensibiliser le grand public, parce que moi, je pense que politiquement, rien ne bougera tant qu'il n'y aura pas vraiment une indignation massive de la façon dont sont traitées ces personnes en prison, et d'ailleurs plus globalement toutes les personnes en prison. Et là, je pense que vraiment pour sensibiliser les auditeurs et les auditrices, je leur recommande peut-être 2 choses. Déjà, c'est d'aller lire un rapport du Conseil central de surveillance pénitentiaire qui avait été fait à la visite de Pève. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de photos. Et là, vraiment, en regardant ces photos, j'ai pas besoin d'expliquer que c'est pas du soin et que c'est du pénitentiaire. Ça va être flagrant quand ils regarderont les photos. Et alors, une autre suggestion, c'est de visionner le documentaire 9999 d'Hélène Vermeulen. Il a été tourné en 2015 à la section de défense sociale de Merckxplas, donc un lieu où, soi-disant, les internés sont correctement pris en charge selon la loi.
Je vous assure, vous allez regarder ce documentaire qui suit 5 hommes qui sont internés là. Tout ce que Marie a expliqué de l'attente insoutenable, vraiment du désespoir de ces personnes. Voilà, c'est très prenant. Vous regardez ce documentaire et je pense que vous venez avec nous demander des changements en politique. Mais Sarah Grand-Fils, peut-être pour compléter ce qui a déjà été dit. Mais d'ici fin avril, il y aura un rapport supplémentaire, enfin un livret qui va en fait synthétiser les constats qu'on a dressés durant les 5 visites qu'on a effectuées de juin à septembre 2024 et qui sera illustré aussi de nombreuses photos parce qu'effectivement, on a détaillé, documenté un maximum les différentes situations, mais rien n'illustre mieux qu'une photo la situation déplorable dans laquelle ces personnes-là se trouvent. Donc ce livret, ça sortira d'ici fin avril et pourra être consulté. Il comporte toute une série de recommandations. Alors éviter un maximum que les personnes ne rentrent en prison, ça c'est évidemment une des recommandations, qu'elles y restent le moins longtemps possible et que durant leur placement dans un lieu carcéral, qu'elles soient prises en charge de manière adaptée. Donc qu'il y ait suffisamment de personnel, suffisamment d'activités, suffisamment de traitements pour que les personnes bénéficient des soins que leur état de santé mentale requiert. Oui. Et Marie Orlin? Oui, alors, comme on disait, bannir la prison comme un lieu de soins, parce que la prison, on a beau renforcer le soin, ne sera jamais un lieu qui fait soin. Et donc, parallèlement, continuer à créer des places à l'extérieur, comme d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme vient très récemment, en décembre 2024, de le demander à la Belgique. Et puis, il y aurait quand même une opportunité à inscrire la mesure de l'internement dans une durée qui est déterminée pour que la personne puisse se prendre en main et soit inscrite dans une temporalité qui la mobilise, en fait. Oui, c'est ça, parce que la démobilisation, c'était vraiment un des gros problèmes que vous pointiez. Tout à fait. Bon, mais du coup, on a quelques recommandations là qu'on envoie en politique on envoie aussi aux auditeurs. Je pense que vous avez conseillé des lectures et ce documentaire à nos auditeurs, Olivia Nederland. Je rappelle aussi, j'annonce plutôt qu'il y a un colloque qui sera organisé sur cette question le 20 mars prochain à Tournai. Il est organisé par la plateforme Picard de concertation pour la santé mentale et il est intitulé « 10 ans après le changement de loi sur l'internement, évaluation avancée et perspective ». Merci beaucoup à toutes les trois. Donc, je rappelle Olivia Nederland, Sarah Grand-Fils et Marie Orlin. Merci de nous avoir éclairés sur cette question et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.